enfin, par Gaëtan et moi pour l'instant, couper vos micros et vos caméras pour qu'on puisse commencer à enregistrer après qu'on n'ait pas toutes les caméras. Bonjour Christian. Bonjour, bonsoir. Donc, enlever les caméras et les micros et on va pouvoir commencer. Donc, bonsoir à toutes et à tous. On a la chance aujourd'hui d'accueillir le professeur Gaëtan Gavazzi, qui est gériatre et qui va nous parler. Alors, bon, ça fait le pendant de l'atelier précédent qui était sur l'idée de la vaccination tout au long de la vie. Donc, on était plutôt chez les enfants avec Catherine Olivier et aujourd'hui, on bascule de l'autre côté. Peut-être un jour, on fera le milieu avec les personnes plus âgées. Petit. Donc, est-ce que vous pouvez couper vos micros? Et puis, Madame Choisy, peut-être, je vois votre nom, si vous pouvez couper la caméra, s'il vous plaît. Et donc, parce qu'on est enregistré pour pouvoir mettre en replay. Donc, Gaëtan, bonsoir. Déjà, on va commencer par que tu te présentes à tout le monde, parce que tout le monde ne te connaît peut-être pas. Ok, donc enchanté, merci de l'invitation Anne. Donc, je suis le professeur Gaëtan Gavazzi, je suis gériatre au CHU de Grenoble-Alpes. Je suis de formation interniste et aussi infectiologue, ce qui m'a conduit naturellement vers la problématique de la vaccination, thème sur lequel je travaille maintenant depuis, on va dire, bien 25 ans. J'ai bien sûr du coup beaucoup de liens d'intérêt. Alors les liens d'intérêt sont avec pas mal d'industriels, mais aussi avec un certain nombre, on va dire, d'instituts de santé publique, comme la Haute Autorité de Santé, la DGS, la NSM, l'OMS, avec le CDC aussi. Tout ça n'est pas à jour. Vous pouvez aller sur le site du gouvernement les consulter, mais ce n'est pas tout à fait à jour. Donc, j'ai des liens avec les laboratoires industriels, pratiquement tous ceux qui font de la vaccination, même certains qui ne sont pas implantés en France. J'ai aussi des liens d'intérêt avec ces sociétés savantes que sont les sociétés européennes d'infectiologie, de gériatrie, nationales aussi. Et puis, par contre, je n'ai aucun lien d'intérêt avec aucun syndicat. Voilà pour le tour de piste. Et donc, je suis prêt à répondre à toutes les questions, bien sûr, et à d'abord aux tiennes, Anne. Oui. Donc, on a un petit peu réfléchi ensemble, pour essayer d'avoir une trame à cet atelier. Donc, pour commencer, ce qu'on s'était dit, c'est on fait un point sur les vaccins recommandés et disponibles auxquels il faut absolument penser alors, on n'a pas donné le cadre de la personne moins jeune, on va dire, pour pas dire âgée. On va se dire qu'on part à partir de 65 ans, puisque souvent les recommandations ont cette date, cet âge de début de fin de tranche d'âge ou de début de tranche d'âge. Bon, même si ça ne veut pas dire forcément grand-chose, mais en tout cas, on va partir de 65 ans. Et donc, qu'est-ce que tu peux nous refaire un petit peu pourquoi vacciner et contre quoi vacciner les personnes de cette tranche d'âge-là? 65 plus, comme on dit. Ok, alors les 65 plus, merci. Alors, je vais pas faire, mais je vous donne juste un élément. Bon, la grande hétérogénéité vis-à-vis de l'âge fait que les données cliniques et d'efficacité clinique, juste si on se base sur l'âge, c'est très compliqué à avoir parce qu'on a des populations extrêmement hétérogènes et plus on vieillit, plus on est hétérogène. On y reviendra éventuellement si vous avez des questions là-dessus. Alors, quels sont les vaccins disponibles actuellement recommandés? Bon, c'est relativement simple, hein, depuis un grand nombre d'années maintenant, un très grand nombre d'années, le DT polio, auquel on a ajouté la coqueluche au calendrier vaccinal récemment. On a bien sûr la grippe depuis des décennies avec une vaccination annuelle. La vaccination des TP coqueluche, c'est décennal, hein, c'est tous les 10 ans à partir de 65 ans. On a maintenant aussi, depuis quelques temps, vous savez, le Covid-19 avec un schéma tous les 6 mois actuellement. Et puis, on a le pneumocoque avec une version ancienne, et je pourrais en reparler en termes de schéma, et qui risque d'évoluer dans les semaines et mois qui arrivent. On a bien sûr le Zona, et le Zona dans une tranche d'âge un petit peu particulier, hein, 65-74 ans, qui risque d'évoluer aussi
dans les mois qui viennent avec un nouveau vaccin qui arrive. Et puis un vaccin, alors je dis d'emblée un vaccin qui existe mais qui n'est pas encore disponible en France, mais qui devrait l'être, hein, au même titre que le nouveau vaccin Zona. 3 nouveautés qui arrivent, hein. Le pneumocoque, ça va changer. Le Zona, ça va changer. Et probablement, l'infection à VRS, ça va changer. Et vous allez comprendre un petit peu pourquoi. Alors, ça, c'est les vaccins disponibles. Je ne parle pas des vaccins pour les voyageurs, qui sont à peu près équivalents à ceux des plus jeunes. Ou les vaccinations chez les immunodéprimés, qui sont ce qu'on peut être âgé et immunodéprimé, l'âge n'étant qu'un élément de risque supplémentaire. En ce qui concerne le pourquoi, il y a plusieurs éléments à donner. Plus on vieillit, plus on a une susceptibilité aux infections, et particulièrement les infections dont on vient de parler. Alors quand on dit qu'il y a une susceptibilité, c'est-à-dire qu'on fait l'infection. Maintenant, faire une infection, ce n'est pas forcément grave. Ben, malheureusement, chez les plus âgés aussi, on a une gravité particulière des maladies infectieuses. Alors, quand on dit gravité particulière, et là, je prends tout avec, j'arrête des éléments chiffrés que je pourrais vous donner si vous avez des questions particulières, mais au global, euh, on a des incidences de pneumonie qui sont multipliées par 10 à peu près par rapport à un adulte plus jeune, de moins de 65 ans. Et plus on vieillit, plus cette incidence augmente. Globalement, vous voyez une espèce de courbe exponentielle qui commence aux alentours de 50, 60 ans et qui augmente de façon tout à fait exponentielle avec des incidences qui se multiplient à peu près tous les 5 ans, 2 fois 2, fois 2, fois 2. Et ça, c'est valable à la fois pour les pneumonies à pneumocoque, c'est valable pour toutes les infections respiratoires virales. Et donc, dedans, bah, bien sûr, il y a la grippe, vous êtes au courant. Bien sûr, il y a la Covid, vous êtes au courant. Bien sûr, il y a le pneumocoque, vous êtes au courant. Mais bien sûr, vous êtes peut-être moins au courant. Il y a l'infection respiratoire VRS. Il y a d'autres infections pour lesquelles on n'a pas de vaccin, hein, pour lesquelles aussi les patients âgés sont à la fois plus susceptibles et présentent plus de gravité. Alors, qu'en est-il de la gravité? Je reviendrai sur le vaccin non respiratoire après, je ferai une toute petite incise. Mais sur les infections respiratoires, clairement, on a une mortalité qui est supérieure, on a une mortalité immédiate qui est supérieure, une mortalité à long terme qui est supérieure, hein, donc la mortalité immédiate attribuable à une semaine, à un mois, mais aussi à 3, à 6 et à 12 mois. Il y a une contribution encore de l'infection respiratoire à une surmortalité par rapport à, on va dire, un groupe contrôle. On a une gravité particulière aussi quant aux complications. Et les complications, ben, ça va être l'hospitalisation, par exemple. Donc, il y a plus d'hospitalisation, et plus on vieillit, plus le nombre d'hospitalisations en termes d'incidence est importante. Et puis, on a des complications qui sont non infectieuses. Alors, vous savez que dans les complications immédiates d'une pneumonie ou d'une grippe, vous allez avoir la surinfection. Alors, c'est vrai qu'en fonction des virus, même le pneumocoque, on va avoir quelques variabilités. C'est-à-dire qu'il y a moins d'infections bactériennes suivant un Covid que suivant une grippe, mais au global, si on reste comme ça, il y a de la surinfection potentielle. Il y a aussi toutes les complications cardiovasculaires. Alors, on a une vraie découverte là avec nos collègues cardiologues qui tout d'un coup découvrent que le vaccin antigrippal est un vaccin qui fonctionne très bien pour limiter les infarctus du myocarde. Et ce n'est pas par hasard, c'est parce qu'en fait, il y a une augmentation du risque d'infarctus du myocarde qui est connue depuis extrêmement longtemps, hein, pratiquement un siècle. Ça a été publié pratiquement un siècle en post-pandémie grippale où on s'était aperçu qu'il y avait 15% de la mortalité suite à la grippe qui était liée en fait à des maladies cardiovasculaires, qui l'ischémie myocardique, qui le trouble du rythme, qui l'insuffisance cardiaque aiguë ou en décompensation.
Vous avez aussi une augmentation du risque d'AVC qui dure, alors pareil, qui est plus important de façon immédiate et qui dure pendant quelques semaines, qui suit l'épisode grippal, l'épisode de pneumonie à pneumocoque, l'épisode de Covid aussi. Et maintenant, on sait que c'est vrai donc aussi pour le Covid et pour l'instant moins démontré pour l'infection AVRS, mais il n'y a aucune raison que ça ne soit pas le cas. Il y a aussi des éléments autour des événements infectieux respiratoires, c'est que ça provoque, particulièrement chez le sujet âgé, une perte de performance physique. Alors, quand on a eu une grippe, même à 20, 30, 40 ou 50 ans, on voit ce que ça veut dire. Eh bien, voilà, nous, on se remet relativement vite, alors que les patients plus âgés, et plus on est âgé, moins on est performant, moins on a de réserves fonctionnelles, plus on est à risque de décompensation de cette fonctionnalité. Alors, la fonctionnalité, c'est quoi? La performance physique, pour nous, c'est la capacité à faire moins de 15 secondes en 100 mètres. Pour les personnes âgées, c'est à marcher suffisamment pour aller faire leurs courses, pour vivre tout simplement. Bah, tout d'un coup, il y a des gens qui sont plus capables d'aller faire leurs courses ou moins capables d'aller faire leurs courses. Puis pour d'autres, ça va être moins capable carrément de se lever pour aller aux toilettes, de sortir de chez soi ou même avec des difficultés à préparer à manger, à se laver soi-même, à laver son linge, etc. Et donc, bah, qui nécessite de l'aide. Et c'est souvent un synonyme aussi d'hospitalisation. Alors, ce qui est intéressant, c'est que cette dépendance qui est acquise, cette perte de performance physique, eh bien, en fait, là encore, elle dure dans le temps. Et donc, vous avez près d'un tiers, on va dire, selon les virus et les bactéries, entre 20-25% et jusqu'à 50% des personnes âgées de plus de 75 ans qui, suite à un événement infectieux respiratoire, va avoir une perte de performance qui est stabilisée à 3 mois. Donc, ça veut dire qu'il ne récupère pas. Donc, c'est vraiment très important en termes, je dirais, individuels, mais aussi en termes collectifs. Voilà un petit peu les complications. Ce qu'on pourrait dire aussi, donc une perte, on va dire aussi, là, sur la dépendance, une perte de qualité de vie. J'insiste maintenant sur un dont je n'ai pas parlé, qui n'est pas respiratoire, mais c'est le zona. Le zona, c'est 300 000 cas par an. Et là-dedans, vous avez plus de la moitié des gens ont plus de 50 ans et un tiers ont plus de 65. 20% ont plus de 80 ans. Globalement, si vous vivez jusqu'à plus de 80 ans, vous avez on va dire, un risque sur 4 d'avoir un zona. Et donc, zona, réactivation du VZV. Le zona en lui-même, c'est pas bien grave, mais c'est plutôt les 90% de gens qui ont des douleurs zostériennes pendant le premier mois, et puis les 30% de plus de 80 ans qui ont des douleurs post-zostériennes qui durent au-delà de 3 mois. Donc, on a cette possibilité-là. Oui, Younes, vous voulez poser une question? Je vais attendre la fin de votre exposé pour la poser. D'accord, ok. Et donc, on est face donc à des maladies qui ont vraiment un impact extrêmement fort. Ce sont des maladies qui ont l'avantage, on va dire, d'être à prévention vaccinale. Je ne parle pas des autres maladies infectieuses, mais ces maladies à prévention vaccinale, eh bien, elles ont un impact qui est fort en termes qualitatif de qualité de vie chez l'individu au niveau individuel, et en plus on a un intérêt collectif qui peut en plus durer dans le temps. Donc on a un double intérêt ou un triple intérêt à ce que pourquoi je dis triple? Parce que moi aussi je vois les hospitalisations en aigu, et moins je travaille, mieux je me porte. Et donc si on arrive à limiter les hospitalisations, c'est vraiment un élément important. Voilà un petit peu ce que je pourrais dire. Alors, je ne sais pas si j'ai complètement répondu à ta question. Peut-être le dernier élément, je ne vous ai pas parlé du DT polio, mais je dirais qu'on est dans une proportion de gens, je dirais, protégés qui reste relativement haute, même si ce n'est pas parfait, qui perdure. On suit ça, mais ce dont on est certain, par exemple, sur le tétanos, sur les 3 dernières années, c'est quelques dizaines de cas seulement. Voilà, c'est juste pour remettre en ligne en comparaison avec les millions de grippés, les dizaines de milliers d'hospitalisations qui fait toute la différence.
Merci Gaëtan. Alors, moi j'avais une petite question, un petit rappel pour tout le monde, puisque tu as parlé de grippe, de Covid, donc là on est chez 65 ans et plus, de tétanos, etc. Le pneumo, on n'a toujours pas de recommandation liée à l'âge seul, on est d'accord, le pneumocoque. Pour le pneumocoque, on n'a toujours pas de recommandations liées à l'âge. Alors, la grippe, clairement, le pneumocoque, on est alors sur, on va dire, on va voir une espèce de listing, hein. Le pneumocoque, c'est quand même, alors de mémoire, donc vous avez une histoire d'immunodépression versus non-immunodépression. Donc ça, on a clairement un vrai listing de maladies d'infection à risque, enfin de population à risque. Et donc, il y a les populations immunodéprimées à haut risque, hein, hémopathie, asplénique, VIH, transplanté d'organes, immunosuppresseurs, chimiothérapie. Et puis, vous avez tous les personnes à risque intermédiaire. Et dedans, on a mis, on n'a pas mis les adultes de plus de 65 ans, mais on a encore listé cardiopathie, insuffisance cardiaque, insuffisance respiratoire, asthme, hépatopathie, diabète, etc. Des trucs où on a certainement des gros niveaux d'évidence comme la brèche ostéoméningée. Enfin voilà, on a ces trucs-là, mais on n'a pas effectivement de recommandations sur l'âge, ce qui est fortement dommage parce que quand on regarde les facteurs de risque d'infection à pneumocoque, on s'aperçoit que les troubles neurocognitifs, les maladies de Parkinson, l'ostéoporose, les troubles neurocognitifs au sens complet, hein, large, etc. Le fait d'avoir fait une pneumonie aussi, et une seule, augmente le risque d'avoir une pneumonie à pneumocoque de façon aussi importante qu'une insuffisance cardiaque ou qu'une BPCO. Donc là, on se dit, pourquoi ça ne fait pas partie des risques? Parce que personne n'a voulu réévaluer. Et puis quand on cumule tout ça, on s'aperçoit qu'on a à peu près 95% des gens qui auraient une indication. Donc c'est un petit peu bizarre. 95%, pardon, des gens qui vivent en EHPAD et on est plutôt aux alentours de 75-80%. Voilà. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est que quand on cumule tous ces trucs-là, on a à peu près un tiers des gens qui présentent des infections invasives à pneumocoque, qui ont plus de 75 ans, qui n'avaient aucun facteur de risque. Donc l'âge en lui-même est un facteur. Il n'y a jamais eu de réévaluation, donc vous m'avez compris. C'est vrai que j'ai plein de liens d'intérêt, c'est pas bien du tout ce que je dis, mais je crois que la maladie que j'ai vue, la plus fréquente que j'ai vue dans ma carrière depuis une trentaine d'années, c'est la pneumonie. C'est une maladie qui est extrêmement fréquente et c'est dommage de se priver de beaucoup je dirais, de bons médicaments que représentent les vaccins pour éviter les choses. Mais on y reviendra après. Donc oui, pas encore, on va dire, je ne sais pas si ça arrivera un jour, pas de recommandations exclusivement notées sur l'âge. Oui. Alors, il y a une petite question subsidiaire sur le pneumo, qui est pourquoi un grand nombre de seniors n'ont jamais entendu parler des pneumocoques et de la vaccination? Y a-t-il des actions pour sensibiliser les médecins? C'est vrai que la couverture vaccinale, elle est juste catastrophique, même si ce n'est pas tout le monde, il y a quand même, ça représente quand même pas mal de monde et on sait que ce soit côté immunodéprimé ou côté facteur de maladie à risque, il y a une couverture vaccinale est très mauvaise. Alors, il y a plein de niveaux de réponse, on va dire. On va être sur les couvertures vaccinales tout à l'heure, on va parler des couvertures vaccinales, etc. Mais effectivement, il y a plein de niveaux de réponse. Alors, pourquoi pourquoi? Parce que on est débordé par le temps, que on a 250 recommandations qui sortent par an dans le milieu sanitaire, que les professionnels de santé, si on était en nombre, on aurait le temps de s'occuper de faire de la prévention, que les professionnels de santé, excusez-moi, alors ça ne va pas être bien du tout ce que je vais dire, je suis désolé, on n'est pas bon du tout en prévention, on n'est pas formé en prévention et on ne sait pas faire. Donc c'est vrai que c'est compliqué, on veut convaincre les gens alors qu'il faut les motiver, on n'a pas de notion de comment on motive les gens et il y a du coup beaucoup moins de personnes qui sont avertis par le fait que qui sont à risque d'infection à pneumocoque, par exemple.
parce que les professionnels de santé, même si ils le savent, n'ont pas le temps de le dire, et puis du point de vue organisationnel, ne pensent pas à le dire. Donc, je dirais que c'est vraiment très global. On reviendra tout à l'heure parce que j'aurai des éléments de réponse aussi dans, je pense, ce qu'on peut faire en termes de solutions par rapport. Mais il y a une solution qui est assez simple, hein, c'est déjà de simplifier. C'est de dire, voilà, c'est tous les plus de 65 ans. Et ça, une fois qu'on a dit tous les plus de 65 ans, vous savez, on est fait pour retenir 7 informations en même temps, globalement. Donc, après, il peut y avoir des choses plus simples. Si on veut vraiment retenir une information, en fait, il faut en avoir qu'une. Et donc, si tous les matins, on met un spot publicitaire qui envoie tous les matins pendant à peu près 3 mois pour tous les professionnels de santé, ils reçoivent, il faut vacciner contre le pneumocoque dès 65 ans avec ça, je pense qu'au bout de 3 mois, c'est bon, quoi. Tout se passera bien et ils penseront à le proposer. Mais en fait, c'est pas Ce fait. qu'on peut dire pour compléter, c'est que les schémas de vaccination de pneumocoque, ils ont évolué, les listes, etc., et que c'est quand même pas facile de suivre pour les médecins généralistes. Et bien, Ça a beaucoup c'est ça, évolué. Et puis, on peut bien sûr. espérer que l'arrivée des pharmaciens dans la boucle des vaccinateurs va nous aider à augmenter ces couvertures vaccinales. Alors oui, on y reviendra tout à l'heure sans doute sur l'histoire de comment on peut répondre à l'histoire de la couverture vaccinale et les modifications de la couverture vaccinale, c'est sûr. Ouais. Alors, avant que je passe la parole à Younes, il y avait deux questions. Une sur grippe et zona, où on dit qu'il y a dans quelques études de la littérature scientifique l'état d'une association vaccination grippe et ou zona avec une baisse de risque de développer un Alzheimer. Simple corrélation ou la piste est sérieuse, point d'interrogation. Alors, la piste du lien entre, déjà, avant de penser prévenir le risque, il faut que le risque soit associé. Et donc, on commence à avoir des éléments entre maladies infectieuses et développement de pathologies neurocognitives. Un papier, une revue complète là, de collègues italiens qui est sorti il y a quelque temps. Il y a eu un colloque à Venise exclusivement là-dessus. Alors, les données épidémiologiques, voilà, ce sont des données épidémiologiques. Les éléments physiopathologiques ne sont pas inintéressants, notamment vis-à-vis du zona, parce que, et certains autres, mais comme je vous ai dit, il y a le risque AVC est lié aux maladies infectieuses, notamment les maladies infectieuses respiratoires, mais aussi le zona, hein. Ça a été un des premiers, parce que c'est un virus neurotrope et vasculotrope, et donc il y a un risque, exact, et le COVID aussi. Donc, quand on regarde ça, nous, on dit AVC, vous savez, moi, ce qui m'intéresse, c'est l'AVC hémiplégique, etc. Le petit AVC qui passe un petit peu inaperçu et puis qui fait des petits trous à droite, à gauche, on s'en fiche un peu. En fait, ceux-là, on s'en fiche moins quand on vieillit parce qu'en fait, ils ont fait des petits trous et peut-être que ça va participer. Alors, une fois qu'on a dit ça, il y a beaucoup d'autres germes, il y a beaucoup d'autres virus, il y a beaucoup de plein de choses. Et donc, on peut être amené à se poser réellement la question de est-ce que un vaccin lui-même va vraiment protéger? On a besoin de vraies études longitudinales qui durent 15 ans, 20 ans pour renforcer. Donc, on va avoir pour l'instant que des réponses. Et donc, c'est la réponse que je vous fais en l'odeur de mon bon pote pharmacien Jean Callot, une réponse de Normand, puisqu'il est normand d'origine. C'est oui, probablement qu'il y a des liens, oui, probablement qu'il doit y avoir truc, mais pour l'instant, on n'a pas le niveau de preuve, je dirais, du niveau de ce qu'on a pour les autres complications des maladies infectieuses et des infections elles-mêmes. OK. Et puis une question qui était la première, comme j'y viens, mais puisqu'on est arrivé sur grippe, c'était que faire pour une personne âgée qui a présenté un Guillain-Barré après une vaccination contre la grippe? Et après, Younes, tu pourras poser ta question. Guillain-Barré après une vaccination contre la grippe, alors ça a été rapporté aux États-Unis, mais pas chez nous. D'accord. Nous, on a eu droit à la CEP après l'hépatite B. Et en fait, on ne l'a pas démontré, hein. On a démontré l'inverse. Enfin, on a démontré qu'il n'y avait pas de lien. Pour le Guillain-Barré, c'est un petit peu la même chose. La question, c'est le Guillain-Barré, quand est-ce qu'il est survenu? Là, il y a eu les mêmes questions autour de la vaccination Covid à un moment donné, Guillain-Barré. Donc, pour moi, il n'y a absolument
nécessité de surseoir à un vaccin antigrippal en raison d'une pathologie de quelqu'un qui aurait eu un Guillain-Barré avant. Younes, tu veux poser ta question? Younes. Oui. Oui, alors ma question portait sur l'effet du parcours vaccinal antérieur de la personne âgée. En gros, est-ce qu'on a un effet sur l'efficacité entre une personne qui s'est vaccinée et qui a bien suivi les recommandations vaccinales pendant toute sa vie, donc elle arrive après 65 ans, elle fait ses rappels. Est-ce que cette personne-là est mieux protégée que celle qui a été un peu moins assidue pendant sa jeunesse, en étant adulte sur son parcours vaccinal, mais se fait vacciner à 65 ans? Est-ce qu'on a un effet sur l'efficacité du vaccin en fonction de son parcours vaccinal plus ou moins assidu? Et est-ce que la prévention, finalement, elle ne commence pas dès le plus jeune âge nourrisson avec les premiers Alors, vaccins utilisés? donc, oui. Donc, je vais répondre d'abord à la chose qui est la plus simple. C'est oui, la vaccination, c'est tout au long de la vie. Au moins, ça, c'est clair. Et si à un moment donné, on a des... voilà, faut regarder, on verra ce qui motive à vacciner ou pas, mais au global, on va dire, à partir du moment où il y a une efficacité et une bonne tolérance, il n'y a pas de raison de se priver, on va dire. Après, tu imagines bien que la question que tu poses, il n'y a absolument aucune réponse scientifique complète, puisqu'il faudrait avoir suivi des cohortes de gens qui ne se vaccinaient pas versus des cohortes de gens qui se vaccinaient, avec toutes les variables qui peuvent faire évoluer, on va dire, l'état de bonne santé, puisque ce que tu dis, c'est healthy aging, on appelle ça, donc le vieillissement en bonne santé, et est-ce que les vaccins participent à ça? On va dire, et est-ce qu'en fait, en se vaccinant plus tôt, on a un bénéfice? Je dirais, moins vous prenez votre voiture, moins vous avez d'accidents. Si vous avez beaucoup d'accidents, vous avez un petit peu des stigmates de ces accidents. Voilà. On va dire le vaccin, quel que soit ce qu'il fait avant, s'il vous évite d'avoir eu des infections, mais quand il marche, vous ne le savez pas, donc c'est compliqué de se dire « Ah, j'avais bien fait de le faire ». Mais au global, on n'a pas de données là-dessus. Hein. On ne pourra pas dire si avant, le fait de s'être vacciné avant, ça va être beaucoup plus efficace que... On a des éléments, par contre, qui ne sont pas inintéressants et qui peuvent vous intéresser. Mais ça, c'est des données chez l'adulte et chez le plus âgé, qui est le fait de se vacciner plusieurs fois à suivre contre la grippe. Il a été démontré que chaque année qui passe après 3 ans, si vous vaccinez 3 ans à suivre contre la grippe, eh bien, vous augmentez, vous améliorez le niveau de protection que vous allez avoir contre le risque d'infarctus du myocarde. Première année, alors en tous les cas au Danemark, en Angleterre, là où les études ont été faites, moins 11%, moins 17% et moins 24%. Donc, quand vous avez eu ça, eh bien, vous avez eu sur les 3 ans moins 24% de risque d'avoir un infarctus du myocarde. Ce qui est équivalent à peu près, à quelque chose près, hein, toi qui es pharmacien, tu dois mieux connaître ça que moi, mais ce qui est à peu près équivalent à l'efficacité d'une statine qu'on prend pendant 3 ans. Là, vous vous vaccinez année 1, année 2, année 3, et vous avez réduit votre risque d'infarctus du myocarde de 24%. 24 ou 28, j'ai à quelque chose près. Mais aux alentours, à peu près l'équivalence, hein, entre 20 et 25%, c'est l'efficacité de la statine, c'est la même chose pour le vaccin antigrippal. Donc, moi, je trouve que ce n'est pas inintéressant. Hein, et ça donne un élément de proxy pour se dire que plus on se vaccine, plus on va se protéger non seulement contre l'infection, mais des complications de l'infection. Par contre, ce que je ne sais pas, c'est sur le long terme, ce que tu as posé comme question sur la longueur, si le fait de l'avoir fait, par exemple pour le tétanos, pour l'avoir fait, est-ce que ça marche là-dessus? Je ne sais pas. Par contre, sur la grippe, on sait que oui. D'accord, merci beaucoup.
Je propose qu'on avance, du coup, puisqu'on a répondu aux questions qui étaient arrivées déjà sur cette première question. Donc, je pense, nous a convaincus de la gravité potentielle des maladies infectieuses chez les gens âgés et donc de l'intérêt de la vaccination. Mais là, et tu en as un petit peu déjà parlé, on se retrouve avec le paradoxe de se dire, eh ben, on veut protéger des gens le plus possible, cette tranche d'âge-là, avec des hautes couvertures vaccinales pour tous ces vaccins que tu nous as décrits. Mais en même temps, on sait que c'est chez eux que la réponse à la vaccination est la moins bonne. Tu as parlé d'hétérogénéité tout à l'heure, donc je pense que c'est important. Mais voilà, donc qu'est-ce qu'on fait avec ce paradoxe de se dire ceux qu'on souhaite le plus vacciner, c'est ceux chez lesquels les vaccins marchent le moins bien? C'est une question que les patients nous posent quand même assez souvent. Alors, premier niveau de réponse, c'est tu as raison et en même temps tu as tort. C'est-à-dire que oui, il y a de l'immunosénescence, donc il y a des capacités, je dirais, de répondre à l'agent infectieux moins bonnes, probablement. Est-ce que c'est ça qui donne de la susceptibilité? On n'en est pas complètement sûr vis-à-vis des infections. Et quand on regarde les vaccins, et il y a plein de choses sur l'immunosénescence, c'est la diminution de la capacité innée, donc à faire face vraiment en première barrière avec vos polynucléaires, c'est la capacité de phagocytose qui est moins bonne, enfin tout ça, ça a été étudié, on a des dizaines de milliers de papiers là-dessus, c'est vraiment merveilleux, la discussion entre les cellules, dendritiques, etc., on a plein, vraiment plein de choses. Donc il y a de l'immunosénescence, c'est sûr, comme les autres organes. On va dire que cet organe-là, il commence à avoir moins de performance et une réactivité qui est moins bonne. Et vous avez vu que dans le Covid, c'est une réactivité qui est même pas moins bonne, elle est moins adaptée. On peut faire de la surenchère. Et c'est ce qui s'est passé. La plupart des gens Covid sont morts du syndrome inflammatoire et non pas de la maladie infectieuse, du syndrome inflammatoire et de l'exagération de la réponse immunitaire. Donc, c'est une réponse qui n'est pas bien adaptée. Elle est soit pas assez suffisante, soit trop, etc. Donc, on sait ça. Après, par rapport au vaccin, on a envie de dire, bah ouais, la réponse vaccinale est moins bonne. Alors, le problème, c'est qu'on a une espèce de paradigme qui est autour de la vaccination antigrippale, qui fait que quand on regarde, on sait que plus on vieillit, ben, moins on répond à la vaccination antigrippale. Néanmoins, si vous regardez la vaccination antitétanique, vous vaccinez quelqu'un contre le tétanos, c'est là 98%, presque 100% de résultat, quel que soit son âge. Si vous vaccinez un truc qui est sorti il n'y a pas longtemps, là, qui s'appelle le vaccin anti-Covid, ben, en fait, au-delà de 80 ans, on était à 90% d'efficacité. Exactement comme chez le sujet jeune. Quand on regarde aujourd'hui le vaccin, un des nouveaux vaccins Zona, là, un vaccin adjuvanté, donc un vaccin contre le Zona qui va sortir bientôt, enfin qui est sorti, qui est déjà utilisé ailleurs, mais qui devrait être disponible en France d'ici peu, qui est en évaluation en ce moment. Ben, ce vaccin-là, il est efficace à 90% pendant plus de 4 ans chez les plus de 80 ans. Alors, ce n'est pas inintéressant parce que ça voudrait dire pratiquement, ouais, et si on regarde, je pense qu'il y aura bientôt des données à 7, 8 et 10 ans, on pourrait se dire, ben, en fait, si vous vaccinez à 80 ans contre le Zona demain, ben, vous n'avez plus besoin de le vacciner. Voilà, donc ça marche. Donc, et puis, donc le Zona, eh ben, quand vous regardez le VRS, actuellement, on a peu de données pour dire, alors il y a une immunosénescence, on n'a pas complètement des données pour dire qu'il y a une diminution d'efficacité manifeste en fonction de l'âge du vaccin VRS qui va arriver aussi sur le marché bientôt. Il y a eu deux excellents vaccins là, qui sont sortis et qui ont été publiés cette année, entre la fin de l'année dernière et cette année. Donc oui, on a l'impression que ça marche moins bien, mais en fait, c'est le problème de la façon dont on va stimuler le système immunitaire. Ce système immunitaire-là, qui est sénescent, on peut aller le stimuler de différentes façons. Ce qui est pratiquement certain, c'est que pour la grippe, on n'est pas fort. On n'a pas encore trouvé vraiment la bonne façon de stimuler. On est obligé de vacciner tous les ans, ça c'est une chose, mais parce que les souches évoluent, etc. Mais même, on a entre 30 et 50% d'efficacité vaccinale.
Alors, la maladie est tellement importante en nombre que ça vaut le coup. À titre individuel, les gens pourraient se poser la question, mais ouais, moi, diminuer le risque de grippe pour l'avoir eu, même vacciné, oui, moi je pense que ça vaut le coup quand même de tenter sa chance, on va dire. Je préfère tenter le vaccin plutôt que la maladie. Donc, tu vois, tu as raison et en même temps, vraiment, ça dépend de la façon dont on stimule le système immunitaire. Je dirais plus ça. Il faut savoir dire, voilà, ce vaccin-là, on a des données. Pour dire, vous le faites, vous avez 9 chances sur 10. Vous le faites, vous n'avez qu'une chance sur 2 d'être protégé, mais ça vaut le coup parce qu'une chance sur 2, alors ce qu'on ne sait pas peut-être aussi dans la motivation qu'on peut amener aux gens, c'est en fonction de ce qu'ils craignent. J'y reviendrai sur comment on motive les gens, mais c'est plus aller chercher les gens sur ce qu'ils craignent. Mais s'ils posent la question comme tu me l'as faite, c'est un petit peu le niveau de réponse qu'on pourrait donner. En fait, votre système immunitaire, à vous, eh ben, il a peut-être la chance d'être sensible à ce vaccin-là. Et si on parle du vaccin contre le Covid, c'est 9 fois sur 10, vous avez la chance de répondre. Sur le vaccin Zona, ça va être à peu près la même chose. Par contre, sur le vaccin antigrippal, voilà, puis vous voyez, c'est celui qui font le plus, hein. Même si cette année, ils ne le font pas trop, on va dire. Mais de répondre pour éviter la grippe ou de répondre pour éviter les complications, pour 50%. Voilà, alors c'est d'éviter la grippe et pour éviter les complications, on s'aperçoit que si on va... Alors, moi, c'est des données qui ne sont pas publiées que je vais vous donner, donc ça va prendre avec des pincettes. On l'a regardé, la, on a essayé de regarder dans une cohorte de patients qui avait été, donc c'était dans la saison 2016-2017, on est en train d'essayer de publier, hein, parce que c'est un petit nombre de cas, donc c'est toujours un petit peu plus compliqué, puis c'est du rétrospectif, donc ils aiment plus trop ça. Mais on avait regardé sur 500 grippés. On voulait voir voilà, quelles sont les conséquences. Parmi ces 500 grippés qui avaient été tous hospitalisés, hein, tous recrutés dans un secteur hospitalier, ils avaient tous été hospitalisés. On avait regardé toutes les complications qu'ils faisaient. Alors, ils faisaient toutes les complications. Ils faisaient même de l'insuffisance rénale. Ils faisaient des chocs septiques, même sans... voilà, maintenant, on sait que ça peut exister, mais à l'époque, on nous prenait pour des fous. Bref, ils faisaient des insuffisances rénales, beaucoup de complications. Ils faisaient du coup de la dépendance fonctionnelle et c'était notre endpoint. Nous, on voulait regarder est-ce que la grippe donne de la dépendance fonctionnelle. Oui, à un tiers. Hein, à 3 mois, il y avait un tiers des gens qui avaient ça. Et puis moi, j'ai eu un thésard qui est venu, il m'a dit oui, mais ouais, c'est déjà fait, etc. J'ai dit bon, on va prendre la cohorte, on va regarder. Puis j'ai dit tiens, mais si on comparait, parce que là-dedans, il y a des gens qui étaient vaccinés. Et on a comparé les vaccinés donc que des gens grippés, hein. Et il y avait des gens qui étaient vaccinés, d'autres qui n'avaient pas été vaccinés. Donc on avait un petit peu moins de vaccinés, mais bon, on avait quand même une centaine de personnes de chaque côté. Voilà, puisqu'on trace la traçabilité de la vaccination, ça a été évoqué par Younes, c'est pas toujours facile. Et bien là, on garde moins de confusion dans le groupe vacciné et moins de dépendance fonctionnelle. C'est-à-dire que le plus grand prédicteur quand vous étiez grippé, ce qui vous protège le plus contre l'acquisition de la dépendance fonctionnelle, c'était d'avoir été vacciné. Donc, on va dire qu'on commence à accumuler un certain nombre de données, pour résumer, pour dire que quand on vaccine, on protège aussi contre la sévérité de la maladie. Alors, on le sait pour le Covid, maintenant, c'est une espèce de leitmotiv. On commence à le savoir pour la grippe, il faut accumuler des choses vis-à-vis de ça. Une des grandes complications, c'est l'hospitalisation. On sait que ce qu'on ne sait pas, c'est si les gens, bien sûr, si on diminue l'incidence de la maladie, on diminue le nombre d'hospitalisations. Donc, il faudrait avoir des gens pour vraiment faire, et pour avoir vraiment des résultats clairs, on devrait avoir des gens qui ont eu quand même le Covid et qui ont fait un Covid moins sévère. Et par rapport à l'hospitalisation, je dis, hein. Et ça, on ne l'a pas complètement. On a diminution du nombre d'hospitalisations. Là où on l'a, c'est pour le Zona. Et pour le Zona, on sait que on diminue l'incidence de la maladie beaucoup moins quand on a 80 ans. Hein, alors, pas sur le nouveau, mais sur l'ancien, celui qui était vivant atténué, qui est disponible en France en ce moment, hein, celui qui doit être fait entre 65 et 74 ans. Eh bien, on sait que
on diminuait pas beaucoup l'incidence, de 20%, c'était efficace à 20%. Par contre, sur les douleurs post-ostériennes et sur la dépendance fonctionnelle associée aux zonas et aux douleurs, eh bien là, on avait une efficacité à peu près équivalente à celui à la personne plus jeune. Donc, on voit que on peut diminuer la sévérité quand on n'empêche pas la maladie. On a quelques maladies pour lesquelles on diminue la sévérité. Donc oui, tu as raison, Anne, pour motiver, on diminue pour un certain nombre de maladies en tous les cas. On ne peut pas l'affirmer complètement pour toutes actuellement. Ok. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions. Non, pas de questions sur. Si, une petite. Ah, Younes, quand même, ta petite question. Oui, Vas-y. on a des données similaires sur un virus comme le VRS, par exemple. Alors, on a des données sur le VRS, effectivement. On a des données pour dire que l'infection à VRS est associée. Bon, il y a une étude, mais qui est vraiment bien faite, qui est une étude, je ne sais plus si elle est anglaise ou Pays-Bas, je ne sais plus, qui a montré effectivement que la maladie VRS est associée à un risque de dépendance fonctionnelle à 6 mois. À 6 mois. D'accord. Par contre, on n'a pas encore de données pour dire que le vaccin protège de la survenue de la dépendance fonctionnelle. C'est-à-dire que finalement, ça protège à 70%, 75%, 80% de la maladie. Très bien. Ça veut dire qu'il y en a 20% qui l'ont quand même, tout en étant vaccinés. Et si on compare ces 20%-là de vaccinés à des gens qui ont eu le VRS tout en n'étant pas vaccinés, on ne sait pas si ceux-là sont plus protégés de la survenue de la dépendance. Globalement, vous avez 25-30% des gens qui vont avoir de la dépendance fonctionnelle si on n'est pas vacciné contre le VRS. Ils vont avoir à peu près à 25-30% de la dépendance fonctionnelle. On ne sait pas si c'est 10, si c'est 5, si c'est 15, si on a été vacciné. Ça, je ne peux pas vous le dire. Normalement, on protège déjà de la maladie à 80%, c'est pas mal. Mais du coup, ce lien entre infection grippale et VRS ou Covid et dépendance fonctionnelle, est-ce qu'elle est virus dépendante ou alors on a identifié un mécanisme au niveau de l'infection virale en tant que telle qui fait que peu importe le virus qu'on va avoir, ça va être associé à un risque de dépendance fonctionnelle sur le moyen long terme. On est un peu particulier parce qu'on vit avec nos virus, on vit proche de nos virus, on en porte quelques-uns sans être infecté, on vit avec nos bactéries, etc. Donc on est dans une espèce d'équilibre ou de déséquilibre stable là-dessus. Et de temps en temps, on fait une mauvaise rencontre qui fait qu'on va être malade. Dans la maladie, si je vous mets 1 million de pneumocoques là dans le fond de la gorge, soit vous allez le porter, vous n'allez rien faire, soit vous allez faire une infection. Et puis, si je vous le fais dans 3 semaines, vous allez faire une infection grave. Et si je vous le fais dans 1 an, peut-être vous n'aurez pas d'infection du tout. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a une importance de la sévérité de la maladie, mais cette maladie-là, elle peut être sévère à un moment donné et pas sévère à un autre moment donné pour un virus ou une bactérie, un micro-organisme donné. Donc, on voit bien que c'est extrêmement complexe. Il n'y a que l'intelligence artificielle qui va nous aider à comprendre mieux cette histoire-là. Mais il y a un effet de classe, c'est-à-dire qu'il y a un effet global. Quand on regarde, on est en train de finir une étude cas contrôle, j'ai quelques données là pour dire que quand on fait un gros infarctus du myocarde en dehors de machin, ou une grosse embolie pulmonaire, une embolie pulmonaire sévère, c'est aussi sévère que d'avoir une grippe sur la survenue de la dépendance fonctionnelle. Mais si vous avez une embolie pulmonaire qui n'est pas si sévère que ça, non, l'infection est beaucoup plus sévère. On a, nous, des données de groupes, mais c'est de groupes, donc avec toute la limite de ce que je peux dire, pour dire que l'infection à Clostridium difficile, ça en donne pas mal. La pneumonie communautaire hospitalisée, c'est plus grave que ça va donner plus de dépendance fonctionnelle qu'une pneumonie communautaire non hospitalisée. On a des éléments comme ça pour dire qu'il peut y avoir des différences de groupe
par rapport à des études données, mais j'y crois qu'à moitié. Moi, mon sentiment, c'est que, en fait, c'est la relation à un moment donné entre l'hôte et le pathogène qui fait une gravité particulière, et plus ça va être grave, plus on est impacté et moins on est pris en charge tôt, tant dans l'étiologie de la maladie que dans la reprise fonctionnelle, eh ben, plus on va avoir un impact. Ce que je ne vous dis pas, c'est que ce n'est pas la même chose d'être hospitalisé en gériatrie ou dans un autre service de médecine quand vous avez une infection. Parce que la plupart des gens en gériatrie vont s'occuper de la maladie infectieuse, mais vont s'occuper de tout le reste. Et notamment de vous remettre debout, même si vous avez de l'oxygène. Alors que les autres, comme les gens sont vieux, ils les laissent au fond du lit. Et en les laissant au fond du lit 10 jours, ils ont perdu 1,5 kg de muscle. Donc, c'est compliqué pour répondre à ta question. Tu as vu, déjà, je n'ai même pas répondu. Je fais un petit retour en arrière avant d'attaquer la dernière question. On te demande si tu peux rappeler quand même le schéma de vaccination en pneumocoque et les modifications attendues dans le prochain calendrier vaccinal, en espérant qu'elles disent combien. Alors, normalement, on fait le vaccin conjugué, 13 valences actuellement. Puis, à partir de 8 semaines après, on peut faire le pneumo 23 valences polysaccharidique. Voilà le schéma. Donc, c'est pas simple, c'est ce que tu disais, Anne. Et c'est pas simple en termes d'indication et c'est pas simple en termes de faisabilité. Il faut faire revenir les gens, etc., etc. On espère que le prochain, qui a été recommandé par l'HAS, mais il faut que ça apparaisse dans le calendrier vaccinal maintenant, et donc c'est des questions de gros sous, soit recommandé, le pneumo 20 valences, qui va couvrir chez le plus de 65 ans à peu près 65 à 70% des sérotypes des pneumonies invasives ou des infections invasives à pneumocoque, et que ce soit un schéma, une injection. Donc, vous chopez votre patient, vous le vaccinez, et vous êtes tranquille, probablement 3 à 5 ans, le temps que les sérotypes changent ensuite. Merci beaucoup. Donc, pour aller un petit peu plus loin, et là aussi, tu as commencé déjà un peu à nous en parler. Donc, on a bien vu, les données montrent l'intérêt quand même du vaccin bien toléré. Et puis, Catherine Olivier, dans l'atelier précédent, a essayé de nous convaincre aussi. Et moi, je pense qu'elle nous a convaincus que, et puis notre atelier encore d'avant était sur la fabrication des vaccins, que quand un vaccin arrive sur le marché, je dirais, on n'a quand même pas trop d'inquiétude sur sa tolérance et sur toutes les études de mise sur le marché qui ont été faites avant. Mais pourtant, voilà, tu as parlé déjà un peu de grippe et on sait que la couverture vaccinale de cette année n'est pas bonne là pour l'instant. Malgré l'efficacité, la disponibilité, le remboursement, la tolérance qui est plutôt bonne, les chiffres de couverture vaccinale sont globalement mauvais. Il n'y a pas un vaccin chez la personne âgée pour laquelle on a une très bonne couverture vaccinale. Donc, je te dirais, c'est quoi le problème ou c'est quoi les solutions? Bon, super, merci. On a combien de mois? Tu as 1 heure. D'accord. Alors, déjà, rappelez, la tolérance, elle est globalement très, très bonne pour la plupart des vaccins, même avec les co-administrations. Là, il y a des données qui sont sorties de co-administration, Covid, grippe, pneumocoque, grippe, etc. Donc, bon, globalement, les co-administrations se passent bien. C'est plutôt des effets indésirables locaux et peu de graves. Quand on dit grave, c'est qu'il irait jusqu'à une hospitalisation ou avec de la fièvre, etc. Et en général, ça dure 3 jours et ça s'éteint. Donc vraiment, on a de la chance sur cette tolérance. Après, la question de la couverture. Alors, il y a plusieurs façons de répondre, mais on va dire comment le problème, il est dans la façon dont on va étudier, essayer de classer les déterminants de la vaccination. Il faut rappeler quelque chose. On se vaccine à titre individuel quand on perçoit le risque de la maladie et des complications, on le perçoit comme plus embêtant, très embêtant par rapport
au risque-bénéfice et à l'intolérance qu'on pourrait avoir d'un vaccin. D'accord? C'est comme ça qu'on va décider. Donc, il faut déjà percevoir, il faut déjà avoir un renseignement. Il faut déjà, et c'est ce que vous évoquiez sur le pneumocoque, si les gens ne se vaccinent pas contre le pneumocoque, ils ne le demandent pas parce que personne n'en a jamais parlé, qu'il n'y a pas de pub qui est faite là-dessus et qu'on n'arrive pas à se déterminer. Donc, premier élément, c'est ça. Le deuxième élément, c'est de faire comprendre ce qu'est la politique vaccinale. Et la politique vaccinale, c'est je dirais, c'est le collectif. C'est qu'est-ce qu'on décide collectivement de faire et de recommander comme vaccin et en particulier dans ces populations âgées. Et les recommandations au sens large donc, dépendent non seulement de l'efficacité du rapport bénéfice-risque d'un vaccin, mais aussi de son coût. C'est là où on change les choses. Et un des meilleurs exemples, c'est que le vaccin Zona dont je vous ai parlé, je vous ai dit, bah, regardez, il est moins efficace chez les plus de 80 ans que chez les plus de 50 ans et la zone d'âge, là, puisque on diminuait globalement l'incidence chez les 65, 75 ans, 80 ans de 50% la maladie, alors qu'au-delà de 80 ans, on diminuait l'incidence de 20%. Et en même temps, je dis, ah, regardez, le zona, c'est une maladie, bon, on s'en fiche, c'est surtout les douleurs post-ostériennes et la dépendance qui est associée aux douleurs post-ostériennes qui est importante. Et après, je vous ai dit, ben, en fait, le vaccin zona, il protégeait pas contre le zona les plus de 80 ans, mais il protégeait à peu près de la même façon contre les complications. Alors, vous allez me dire, ben, on devrait le faire, on aurait dû le faire depuis toutes ces années. Eh bien non, parce que le rapport coût-efficacité faisait que, et comme on n'avait pas mis dans le modèle d'évaluation économique le fait que la dépendance fonctionnelle ou la durée des traitements anti-épileptiques qu'on donne, enfin les antalgiques de type luttant contre la neuropathie, les complications des gens la consommation médicale, les complications des gens qui prennent ces traitements-là, qui chutent et qui ont des fractures, et tout ça n'a pas été pris en charge, n'a pas été pris en considération dans le modèle, et ben, faisait que ça allait coûter beaucoup à la société de protéger un vieux de 80 ans contre le zona. Donc on a décidé collectivement de ne pas le faire. Ce qui fait que quand vous regardez, en Autriche, on vaccine tous les plus de 50 ans. En Belgique, 50 à je ne sais plus combien. En Angleterre, un peu comme nous, on est conservateur et on dit voilà, 65, 74 ans. Bon, voilà, donc on ne comprend pas forcément grand-chose déjà aux recommandations. Et donc ça peut être un frein, et un frein qui est important parce que le Pékin moyen ou voire le professionnel de santé ne s'y retrouve pas là-dedans. Et on n'est pas dans des choses simples. Donc, il y a des déterminants. Et donc, il y a des déterminants qui sont des promoteurs de la vaccination et des déterminants qui sont freinateurs. Il y a les déterminants individuels, bien sûr, et c'est de la sociologie. Alors, ce n'est pas la sociologie du sport, comme disait Bourdieu, mais c'est de la sociologie quand même. Et il faut aller chercher. Et on regarde dans beaucoup de vaccins, si on les prend les uns à côté des autres, que ce soit le pneumocoque, il y a eu des études chez les plus vieux. Alors, pas forcément des Français, donc il y a les éléments culturels, mais il y en a eu quand même quelques-unes. Pour le Covid, pour la grippe. Alors, la grippe, c'est celui qui est le plus étudié. Eh bien, c'est ce qui revient souvent. Alors, la peur des effets indésirables, donc rassurer les gens là-dessus. Et puis, le fait que ce soit pas recommandé par un professionnel de santé qui vous prend en charge. Donc, si on a des professionnels de santé qui ne promeuvent pas la vaccination, en fait, les gens, ils n'ont pas envie de se faire vacciner. Ça paraît à peu près logique, etc. Et on a quasiment, pratiquement pour tous les vaccins, quelque chose qui ressemble à ça. Donc, on a envie de dire, c'est facile, il n'y a plus qu'à faire, il y a plus qu'à faire ça. Dans les moteurs, c'est avoir été déjà vacciné, etc. Au global, on retrouve à titre individuel un peu tout le temps les mêmes choses, avec quelque chose, moi, je trouve, que nous a appris la Covid, c'est la labilité des choses. Hein. On ne veut pas être vacciné d'une façon populationnelle. On était contre au mois de juillet 2020.
mais à partir du moment où on a dit ça n'allait pas tout le monde qui allait être vacciné, en janvier, tout le monde voulait être vacciné contre la Covid. Donc, et on faisait des queues, etc. Et vous avez connu tout ça. Donc, il y a une espèce de labilité. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est quand on regarde, vous avez très peu de gens qui sont très contre les vaccins. Il faut les éviter, bien sûr. Il ne faut pas parler avec eux. Enfin, ça ne sert à rien, surtout. Mais ils sont en nombre très faible. 1, 2, 3%. Vraiment, c'est très, très faible. Vous avez des très favorables au vaccin. Ils sont en nombre assez important. Et je dirais que globalement, on pourrait dire à peu près un tiers, à peu près 30% de la population. Ceux-là, ben, vous leur dites, il y a un vaccin qui sort, vous avez les 3 prochains là qui arrivent, regardez, ils marchent bien, ils marchent mieux et ils sont bien tolérés. Ok, je me vaccine quand? C'est simple. Et puis, vous avez ben, 2 tiers des gens, à peu près 60% des gens, ben, ils sont labiles. Et donc, tout va dépendre de comment on organise et comment on fait avec eux et comment on leur donne les éléments de simplicité organisationnelle, les éléments de marketing social, c'est-à-dire, ben, c'est pas la même chose de dire cette année, euh, bon, vous savez, il y a une vaccination antigrippale, on le passe une fois sur France Inter et c'est bon. Ou alors, c'est genre la bande, le conflit israélo-palestinien en ce moment. Je pense qu'il y a très peu de gens qui n'en ont pas entendu parler, vous voyez. Et en fait, c'est le bruit qu'on fait autour. Et c'est de savoir si est-ce qu'il y en a, est-ce qu'il n'y en a pas, est-ce qu'on fait vraiment quelque chose là-dessus. Donc, ces gens-là vont être sensibles à des éléments qui sont à la fois organisationnels, et donc, ben, tu disais le remboursement. C'est vrai que c'est pas la même chose quand vous avez une mutuelle ou pas une mutuelle, par exemple au vaccin Zona, et peut-être que demain ça va être pareil. Est-ce qu'ils vont être remboursés à 100% ou pas? J'en sais rien. Et là, on crée de la différence sociale et je pense que c'est pas anodin de le mentionner. Euh, Il y a des éléments organisationnels qui sont fous, mais à l'intérieur d'un hôpital, par exemple, on voit quand même, alors on voit pas beaucoup de gens, mais dans les patients à risque, par exemple, d'infection à pneumocoque, c'est un tiers. Un tiers des patients à pneumocoque sont vus à l'hôpital un jour donné, à un moment donné dans l'année. Mais on ne peut pas vacciner à l'hôpital parce qu'on n'a pas de remboursement, on n'a pas les vaccins disponibles. L'opportunité vaccinale n'est pas faite. On peut créer une opportunité vaccinale. Tu as parlé des pharmaciens. Ben oui, c'est une super bonne solution. On augmente les opportunités vaccinales. On augmente les moments où. Donc, ces gens qui sont dans le côté labile, on voit bien qu'en créant ce truc-là, eh bien, si tout d'un coup ils ont envie au bon moment et c'est le moment où le vaccin est disponible, ben, boum, hein, j'y vais et ben, ça tombe bien, il y a un vaccin qui est là. Donc, c'est à nous de créer cet environnement-là. Donc, ces éléments organisationnels, ces éléments financiers, etc., sont importants. Comment en vrai? Donc, localement, on peut trouver des petites solutions. On fait des formations, bien sûr, on renseigne les gens, etc., etc. Mais s'il n'y a pas tout l'aspect organisationnel autour de ça, ben c'est un petit peu plus compliqué. Et ces 60%, ben, ils ne vont pas trop aller se vacciner parce qu'ils ont mal entendu parler du vaccin, ils ont des doutes sur le truc, etc., etc. Et comment on organise tout ça? Donc localement, on peut trouver des petites solutions parce que vous êtes là, et puis vous m'écoutez, puis vous avez envie de vous renseigner, puis vous allez avoir envie de monter un truc, et vous allez le faire, et ça va marcher. Puis ça va marcher jusqu'à ce que vous soyez épuisé, que vos compagnons de combat soient épuisés, mais structurellement, on n'aura pas monté des choses qui fonctionnent. Et du coup, ça fait aller jusqu'au dernier point, c'est que en fait, c'est le déterminant principal, c'est le fait d'avoir une politique vaccinale qui n'existe pas en France. Nous n'avons pas de politique vaccinale en France. On a une politique vaccinale de l'enfant. Et je félicite beaucoup la ministre de l'époque, Mme Buzyn, qui avait rendu obligatoire. À un moment donné, elle a eu une alerte. On a une surveillance des maladies chez l'enfant. On sait les incidences des maladies. On sait ce que ça provoque. On sait quand les couvertures vaccinales diminuent, boum, on prend une décision politique pour dire voilà, et c'est comme ça et tout le monde doit être vacciné. Et à un moment donné, on le rend obligatoire. On ne sait pas combien de temps, on verra bien, mais de toute façon, pour l'instant. Et donc, il y a eu surveillance, maladie, surveillance, couverture, mauvaise adéquation, impact sur la vie des enfants, impact sur la vie sociale, impact sur les hôpitaux. On prend une décision politique, on change. Génial. Sur l'adulte, il n'y a rien de tout ça.
et surtout, il n'y a rien d'organisé pour aller vacciner l'adulte. Donc, il n'y a pas de politique vaccinale, d'une vaccination tout au long de la vie. Et c'est pour ça que sur la fin, alors qu'on a plus d'infections on a plus d'infections, elles sont plus graves, elles coûtent plus cher, tout ce que vous voulez chez le sujet âgé. Et il n'y a aucune politique vaccinale digne de ce nom en France. Donc voilà. Euh, on va être, mais ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas trouver les petites solutions dont je parlais en local, parce qu'on va faire du bien à beaucoup de monde en faisant en local. On avait fait des trucs pendant la Covid. Moi, j'ai eu aucun décès dans les EHPAD à partir du 1er mars 2020. Mais on avait vacciné en 1 mois et demi, tout le monde avait eu sa première dose. Donc sur les 50... 2021, pardon. Début 2021, c'était terminé. Alors qu'on a eu une surmortalité encore jusque fin mai, début juin, quand on prenait les données françaises. Mais parce que, en fait, ça n'avait pas été organisé et qu'il y avait plein de gens qui étaient toujours pas vaccinés, qui n'avaient pas eu leur première dose dans les EHPAD au mois d'avril 2021. Par contre, on avait 1 million de doses disponibles le premier mois. Il y a eu moins de 400 000 personnes vaccinées dans les EHPAD. Et je ne sais même pas si c'est pas l'inverse. Donc, si c'est pas moins, je veux dire. Donc, on a mis du temps à aller vacciner tout le monde. Ça paraît fou, mais on est le seul pays pratiquement. Alors, j'exagère un tout petit peu, le seul pays européen, parce que ça dépend de quoi on parle quand on dit d'Europe. Mais en tous les cas, sur les pays, on va dire latins, on est le seul pays à avoir 12% des plus de 80 ans qui n'ont reçu aucune dose de vaccin anti-Covid. Les autres, ils ont été à 100%. Mais nous, on n'a pas été vers les gens, etc. Il a fallu faire des pieds et des mains pour organiser les trucs. Et c'était des choses locales. Donc, on l'a fait un temps. La vraie question, c'est est-ce qu'on ne peut pas mettre en place des structurations de politique vaccinale locale? Parce qu'au niveau national, pour l'instant, à ma connaissance, il y a rien de prévu. Et donc, il faut aller. Et notamment aller vers les effecteurs, voir ce que sont les freins chez les effecteurs. Les effecteurs que sont les pharmaciens, les infirmières. Moi, par exemple, je sais le frein, on est en train de le lever. On a maintenant des vaccins dans nos unités pour pouvoir permettre de vacciner ceux au moins qui passent chez nous, ce qui est presque une moindre des choses. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu complètement, partiellement. Merci, beaucoup d'éléments. Est-ce qu'il y a des questions, des choses, des compléments que vous souhaitez avoir? Malheureusement, le local, ça prend beaucoup d'énergie ça prend beaucoup d'énergie et on sait que c'est pas forcément pareil pérenne. partout. Ouais, c'est pas forcément pérenne. Néanmoins, je dirais qu'on récolte le fruit de notre travail dans ces cas-là. Et c'est vrai que quand on avait eu ça, enfin l'exemple, moi je le prends toujours cet exemple-là de l'histoire Covid, parce que on a été très contents, nous, de ne pas avoir je dirais, de vagues un petit peu longues qui arrivaient des EHPAD, qu'on avait un hotline moins à gérer les épidémies, c'est qu'on n'avait plus d'épidémies, quoi. Ça a été extraordinaire, et ça pendant plusieurs mois, jusqu'au 6e mois, quoi. Alors oui, question. Quid de la vaccination des professionnels de santé pour la grippe dans les EHPAD, par exemple? Parce qu'avant d'aller chercher il y a des labils aussi chez les professionnels de santé, hein. Mais en fait, le professionnel de santé, c'est un citoyen avant d'être un professionnel de santé. Donc, on n'a pas de couverture vaccinale absolument extraordinaire, c'est moins qu'on puisse dire. Là, on était à quelques pourcents, à moins de 10% de vaccinés, je crois même 2% contre le Covid. On n'a pas encore les chiffres, bien sûr, de cette année. On va avoir des chiffres mi-janvier de savoir où on en est. Mais l'année dernière, on était aux alentours de 25% des professionnels de santé vaccinés contre la grippe. Pour vous dire, quand on parlait du local, alors ça c'est un bon exemple, nous on a fait step by step, on a mis et les masques, enfin bref, on a fait, vous pouvez arriver à 80-90% de couverture vaccinale chez les professionnels de santé. Vous en avez pour entre 5 et 10 ans. Si vous mettez en place
une vraie campagne de vaccination. En fait, ce n'est pas une campagne, c'est en permanence quelque chose qui parle de la grippe, qui parle du vaccin antigrippal et qui dit à quel point c'est sympathique. Et ça marche, hein. Il y avait jusqu'à une dizaine d'années, il n'y avait qu'une équipe australienne qui avait fait ça avec une vraie équipe mobile et une équipe permanente autour de la grippe, hein, et qui parlait de grippe et de vaccin antigrippal. Et ils avaient vu en 7-10 ans arriver à près de 90% de couverture vaccinale sans contrainte. Aux États-Unis, elle est obligatoire, donc là, ils sont montés tout de suite à 95%. Ça n'a pas été compliqué. Comme un pays un petit peu particulier, ils acceptaient cette contrainte, etc. De toute façon, ça faisait partie du jeu. Il y a eu depuis plusieurs autres expérimentations avec des choses locales. Et en France, ça s'est fait. Il y a eu quelques rapports dans des congrès ou voilà, pas forcément des publications. C'est toujours difficile d'aller au bout de la publication, mais il y a eu des petites choses de fait qui montrent qu'en effet, c'est faisable. Mais tu as dit énergivore, je ne sais plus quelle est. C'est beaucoup d'énergie. C'est beaucoup d'énergie. Et il faut qu'il y ait une volonté institutionnelle. C'est la même chose. Si je vais voir, moi, ma directrice administrative du CHU de Grenoble, et je dis, ah ouais, on fait ça, ça va être super bien, ça va éviter plein d'infections, etc. Et les gens, ah ouais, mais ça me rapporte combien? Ben non, vous dépensez de l'argent pour qu'on évite que les gens soient plus malades. Ah ben oui, mais moi, c'est pas grave. Et moi, je veux que mes lits soient pleins, donc si vous prévenez, vous voyez, c'est un peu compliqué. Younes, une petite question. Oui, une question et un commentaire pour dire que j'abonde complètement dans le sens de votre propos parce que j'étais juste avant l'atelier justement avec un ami pharmacien qui m'expliquait que lui aussi il avait envie de mettre en place des choses dans son établissement, mais que sur le plan administratif, c'était jamais évident parce que il faut toujours justifier sur le plan financier de combien ça va rapporter, de combien, enfin, le sujet médico-économique arrive systématiquement sur la table. Parfois, je pense que c'est légitime, mais parfois, ça peut aussi être bloquant pour les initiatives des professionnels de santé. Donc, je pense que ça ne doit pas être facile aussi pour vous de porter des initiatives locales malgré toute la bonne volonté que vous pouvez avoir. Et ma question, elle rejoint un petit peu celle de Françoise Salvadori. Il y a sur la vaccination des professionnels de santé, peut-être avoir votre avis sur les dernières recommandations qui ont émané de la HAS, justement, sur la levée de l'obligation d'un certain nombre de vaccins à destination des professionnels de santé, malgré les alertes qui ont été passées par différentes sociétés savantes, dont je crois la SPILF et la Société française de gériatrie-gérontologie. Oui, bah, quand je dis qu'il n'y a pas de politique vaccinale, on en a une démonstration supplémentaire. La question du positionnement politique à cet endroit-là est vraiment majeure. Et quand je dis que Mme Buzyn, quand elle a pris la décision de l'obligation vaccinale, elle n'a pas été facile. Ça a été un vrai choix politique. Il y avait beaucoup de gens autour d'elle qui n'y croyaient pas, hein. Ils disaient non, non, c'est pas bien, c'est machin, etc., etc. Bon. Là, ce qui se passe, c'est le retour en arrière à un endroit avec la pression autour de l'absence, parce qu'il fallait justifier le retour de gens qui n'avaient pas été vaccinés du tout. Donc c'était un petit peu le truc. Après, il y avait un élément scientifique qui n'était pas anodin quand même, qui était de dire on n'est plus en face d'une maladie grave qui tue, etc., etc. Donc ça, il y avait une espèce de complexité là. Mais quand on faisait ça, on faisait fi de l'histoire du Covid nosocomial, par exemple, comme de la grippe nosocomiale. C'est-à-dire qu'on se protège aussi pour protéger les autres. Alors, c'était encore plus compliqué dans la Covid, puisque à traîner un truc hallucinant, mais
qui est issu des études, donc on peut pas complètement contrer les choses, qui est de dire, mais on n'évite pas l'infection. Une fois que vous avez dit ça, c'est mort, quoi. Je veux dire, vous pouvez plus dire aux gens, obligez-vous de vous vacciner parce que vous allez éviter l'infection chez le patient lambda. Dire, non, en fait, c'est faux. En fait, c'est le problème de ce qu'on cherche en recherche, mais les études, elles n'ont pas été du tout faites pour limiter, au sein des institutions, de vacciner des gens pour limiter des épidémies intra-institutionnelles. Il n'y a aucune étude qui a été faite pour ça. Donc, à partir du moment où vous ne regardez pas, par exemple, le taux de pénétration du Covid par tous les gens qui vont dans un hôpital, par tous les gens qui... vous maîtrisez rien. Et donc, du coup, vous êtes amené à dire des choses, évidemment, un peu fausses. Voilà. Sans compter que dedans, il y a la vitesse de transmission, il y a plein de choses qui modifient les choses. Et quand vous prenez un groupe contrôle et que vous prenez... Là, vous ne savez pas la comparabilité exacte du taux de pénétration des virus, des R carrés, vous ne savez pas la quantité de virus qui fonctionnent, qui sont là, etc., etc. Donc, on regarde, et on se dit, mince, c'est dommage. Toujours est-il que quand vous regardez sur la grippe, l'étude qui a été faite à Lyon, les professionnels de santé asymptomatiques qui étaient porteurs de la grippe, c'était 80% sur une saison. 80% des gens qui avaient une PCR grippe positive qui allaient au boulot, qui avaient été suivis, hein, on leur faisait des PCR régulières, il y avait 80% d'asymptomatiques. Et ils allaient au boulot, du coup. Alors, tu vois, ça pose question. Voilà. Et si là-dedans, on peut en diminuer ne serait-ce que 20 ou 30%, c'est 20 ou 30% qui vont moins transmettre. Il y a une certaine logique quand même. Christian, une question. Oui, bonsoir. Merci pour vos développements, là, ces mises à jour. J'appelle depuis Strasbourg. En fait, j'ai trois petites questions. Une première, le non-remboursement du vaccin donc, de GSK qui s'appelle Shingrix sur le Zona. Nous, je trouve qu'on le connaît un petit peu du côté de la frontière avec l'Allemagne, puisqu'il existe en Allemagne, il est disponible, même dans certaines pharmacies côté français, avec un delta de prix qui varie de plusieurs dizaines d'euros, évidemment non remboursé. Pourquoi je suis up-to-date sur ces questions de vaccin contre le zona, contre les douleurs zoostériennes? Parce que j'ai des amis, j'ai deux bons amis qui ont connu les affres de la douleur. Voilà. Puis après, on s'en est suivi quelques débats. Est-ce qu'il est licite de rembourser un vaccin qui vaccine contre la douleur, entre guillemets? Mais bon, vous avez un petit peu abordé le truc. Voilà. Les tarifs, juste pour notre culture générale, au risque d'être trivial, en France, c'était autour de 180 € et en Allemagne, une dose, sachant qu'il en faut deux, hein, à 2 à 6 mois d'intervalle. En Allemagne, c'était 30 € en moins. Donc, j'en ai ramené un petit peu depuis l'Allemagne. Donc, voilà, c'était une première question par rapport à ça. Et je suis quand même triste parce que c'est un vaccin dont la qualité n'a rien à voir avec le Zostavax français, qui est un vaccin à virus vivant, alors que ce Shingrix est un vaccin contre la glycoprotéine anti-VZV. Hein. Je crois, Oui, c'est ça. Des souvenirs. Parce que je me suis intéressé à la question. Deuxième truc, sur le cocktail Prevnar, donc la valence A13, plus le Pneumovax, qui est le vaccin avec les 23. Quand est-ce qu'il y aura ce fameux vaccin? C'est juste une question de date, parce qu'il est dans les tiroirs, parce que les agences semblent déjà un peu au fait là-dessus. Vous en savez peut-être davantage? Oui. Et puis j'ai une troisième question. Je ne vous sentais pas très offensif sur le cocooning, parce que nous, les vieux, on est un peu concernés par ça. On a des petits-enfants. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a peut-être des recommandations particulières avec cet objectif-là. Voilà, j'arrête. J'étais un peu long. Merci pour vos réponses. Alors, juste, en effet, pour revenir sur le Zona, il n'a pas encore été évalué. Il est en cours d'évaluation, le Shingrix. C'est-à-dire
Il a une autorisation européenne, il est disponible dans plusieurs. C'est sûr, je suis sûr qu'il va être remboursé, ce vaccin. Il y a une efficacité, voilà. Il sera remboursé. À quelle hauteur? Ça, je ne peux pas vous le dire, mais il sera remboursé. Ça, c'est quasiment certain. Et lui, en fait, on n'a même pas évalué son efficacité contre la douleur, parce qu'en fait, il est tellement efficace pour diminuer l'incidence que bon, les 10% qui restent, qui vont avoir le zona, ben, ils ne s'y sont pas trop intéressés. Bon, pourquoi pas, il faudrait voir. Moi, je pense qu'il doit y avoir un effet aussi, parce que malgré le fait que ce ne soit pas un vaccin, donc c'est un vaccin qui est en effet contre la glycoprotéine E, mais qui est adjuvanté. Et donc c'est cet cet adjuvant pardon, qui motive et qui signale, je dirais, qui oriente la réponse lymphocytaire vers une réponse lymphocytaire de type T et qui donne son efficacité majeure. Et donc, moi, je pense que il ne va pas y avoir de soucis et qui, normalement, vu la complexité de la physiopathologie, de la douleur, etc., cette histoire d'immunité est très intéressante et devrait faire que les 10% qui restent, qui n'auront pas la maladie, auront moins de douleur. Mais ça, pour l'instant, il n'y a pas de preuve de ça, de ce que je vous dis. Toujours est-il qu'il devrait être remboursé. Voilà. Je ne sais pas Gaëtan, quel... réponse brève aux autres petits éléments parce qu'on a encore une petite question après. Et tu veux Non. finir à 20h30, avant 20h30. Alors là, ça va être très facile. PCV 20, bah, il va être dans les prochaines recommandations vaccinales du calendrier en avril, je pense. Voilà, l'HAS est donné. Après, ça va être juste, là encore, c'est la question du niveau de. Alors, ils vont avoir une technique, ça va être de dire c'est recommandé, mais surtout, en faites pas de pub, comme ça, on ne l'utilisera pas et ça ne nous coûtera pas cher. Et enfin, sur l'histoire du cocooning, oui, oui, mais bien sûr que je suis complètement favorable au DPC avec la coqueluche, bien sûr. Après, on est dans des épidémiologies sur la coqueluche qui varient sur quelques années, avec des moments où il y a des vraies épidémies de coqueluche. Donc, on a une sinusoïde de l'incidence de la coqueluche qui est étalée sur 4 ans. Et là, on est dans une phase où c'est pas encore revenu, mais ça revient. Et donc, quand vous faites des TP, bah, oui, avec la coqueluche, c'est pas mal. C'est une vraie recommandation. Ouais. Merci. Alors, après Strasbourg, nous partons à La Réunion, si j'ai bien compris, pour une petite question. Je veux bien. On arrive à l'époque des litchis. Alors, vous posez votre question? Je ne suis pas à La Réunion, hein, je suis en Savoie, Ah, si c'est pardon. moi. Ah, bah alors non, tu se rapproches de toi, alors. Oui, là, Voilà. trop bien. Juste pour répondre déjà à la première question, je suis un modeste pharmacien, donc je peux répondre pour le prix. Le prix va passer sous les fourches codines du CEPS, donc c'est toujours un problème. Là, le prix est plus ou moins libre et fixé par le laboratoire. Quand ça va passer au remboursement, généralement, on sera moins cher que les Allemands. Le CEPS étant très dur dans les négociations et on l'a vu avec le Beyfortus. Je voudrais juste apporter mon témoignage parce que c'est vrai qu'on a une année charnière. Concernant la vaccination, le ministère de la Santé a tardé à autoriser les pharmaciens et les infirmières dans le cadre de la prescription vaccinale. Ils avaient tout l'été pour le faire. Ils ont attendu la rentrée, donc avec la formation inhérente de 10h30. Il a fallu faire vite, vite, vite et tous ne l'ont pas encore été. Donc ça, c'est la première chose. On va pas. Mais par contre, si on a fait la formation, par exemple, comme chez moi, j'avoue que c'est littéralement passionnant d'essayer de parler d'autres vaccinations que grippe et Covid. On fait énormément de vaccinations grippe et Covid, mais il faudra que tout le monde s'y mette parce que même en ouvrant à d'autres acteurs, nous, on en est déjà à plus de 1500 vaccinations depuis le 2 octobre. C'est vraiment un rite de staccanoviste. Et il faudra vraiment que tout le monde s'y mette. Parce qu'on ne parle pas assez. Moi, je pense qu'on n'a tout simplement pas suffisamment de bras pour vacciner à la hauteur de nos ambitions. Donc ça, tout le monde fait des efforts. Moi, j'ai vu les chiffres quand on le divise par ce qu'on peut appeler des unités vaccinales, c'est-à-dire la fin des centres de vaccination. Une unité vaccinale, c'est une pharmacie et ou une MSP
et où tout repose sur le libéral à 95%, on n'a pas suffisamment de bras pour justement piquer dans les bras. Si on veut arriver à des taux de vaccination comme certains pays du nord de l'Europe. Ça, je pense qu'on n'a pas pris on n'a pas encore pris la mesure. Et cette année, par contre, je trouve que les infirmières font beaucoup plus du aller vers sur le Covid, font beaucoup plus de domicile, mais voilà, on va dire qu'on a une année charnière, un petit peu comme le Beyfortus. Merci beaucoup. Gaëtan, un petit mot de la fin? On te libère avant 30, comme je te l'ai promis. C'est gentil. Sur les vaccinateurs, en fait, on est plusieurs millions potentiellement de professionnels de santé à vacciner. Si on prend les plus de 65, ils sont 13 millions. Vous voyez ce que je veux dire? Bon. Il y a plusieurs vaccins, je sais, mais au global, en fait, voilà, si tout était bien organisé. Le problème, c'est, comme vous le dites, moi, je pense, c'est plus l'organisation, la volonté politique de l'organisation, ce que vous racontez sur ce qui s'est passé pour vous. On vous donne le feu vert et vous avez 15 jours pour vous former, pour faire 10h30. Enfin, voilà, vous l'avez fait, mais il y a plein d'autres certainement qui ne l'ont pas fait parce que c'était compliqué. Donc, moi, si je peux conclure là-dessus, c'est vous avez bien compris que les infections sont plus graves, sont plus nombreuses, qu'on a dans les maladies à prévention vaccinale, on a des vrais atouts. Il y en a plein qui arrivent là, et donc on va être à des années charnières. La vraie question qui reste encore en suspens, et qui, à mon avis, si j'avais un conseil, c'est tourner autour de vous, avoir les acteurs pas loin, et vous allez pouvoir monter des groupes de pro-vaccinateurs et vaccinateurs qui vont permettre probablement d'être passionnés comme vous l'êtes là et de dire ouais, on peut aller vacciner, voilà, les gens sont réceptifs, etc. Ces 60% là, c'est énorme, hein, vaccinera pas tout le monde, mais ces 60% qui sont un peu labiles, on peut aller les trouver. Pour l'instant, avec des dimensions locales, mais probablement un petit peu territoriales de temps en temps quand on a la chance d'être sympa avec un conseil départemental ou autre, et en espérant que d'ici les 5-10 prochaines années, on arrive à convaincre nos politiques. Voilà, je dirais ça pour conclure. Merci beaucoup Gaëtan. Je pense qu'on a tous remis un certain nombre de choses au point et appris plein de choses. Merci à tout le monde. Et puis, pour ceux qui étaient là, au prochain atelier, on vous enverra les invitations bientôt. On a des dates encore à vous proposer. Merci Gaëtan pour toutes ces infos. Bonne soirée. À bientôt. Très grand merci. Très bonne fin de soirée. Au revoir.